Qu'ils soient en activité, à la retraite ou bien simplement qu'ils aient côtoyé l'univers du sport de haut niveau, nos invités sont ici pour nous livrer leur parcours dans le monde du sport. Dans ce podcast, ils viennent parler à cœur ouvert des choix parfois difficiles qu'ils ont dû faire, mais aussi des choix que la vie a fait pour eux. Grâce à eux, nous pouvons en savoir plus sur les coulisses des vies qu'ils mènent. Ils racontent leur intimité en passant par les blessures physiques ou psychiques et bien plus encore. Telle une bonne passe, ce podcast est une dose d'expérience, de conseils et d'émotions que ces personnes aux vies extraordinaires nous délivrent avec un toucher bienveillant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la bonne passe. Pour cet épisode, je suis toujours en compagnie d'Humo, d'Umar, du Momar, avec qui je co-anime cette émission. Pour cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir le plus hébroïcien des Perpignanais. Dans son cercle amical, il est plus connu sous le nom de Titus. Mesdames et messieurs, Momar et moi vous présentons Thibaut d'Aval-Braquet. Hello, Comment ça va Thibaut? ça va, au calme, on est là. Tranquille, ça dit quoi? Ça dit que qu'on est là, que ça se passe. Ouais, t'es l'entraînement? On se fait une petite interview, quoi. Au calme, au calme. Alors Thibaut, est-ce que tu peux, tu sais, chez nous à la bonne passe, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous citer 3 mots qui te définissent en tant qu'être humain et donner leur définition, s'il te plaît? Je dirais patient, parce que je suis quelqu'un de patient qui travaille dur et qui attend son moment pour performer. Donc la patience, je pense, ça me décrit bien. Ouais, super. Je dirais aussi quelqu'un de gentil. Profondément gentil avec les gens qui je côtoie. Et je leur donne tout l'amour que j'ai pour les mettre dans des bonnes dispositions. Ok. Et je dirais un duromane, quelqu'un qui, même avec le mal, même avec des blessures, même avec ce qui s'est passé dans ma vie, je continue à avancer step by step, quoi. Pour que les gens te connaissent un peu plus, j'aimerais bien que tu nous dises voilà, où est-ce que tu as grandi. Ouais, tout d'abord, je suis né à Nice, situé où je suis né, et où j'ai passé mes 3 premières années. Après, malheureusement, ma mère et mon père se sont séparés. Du coup, je suis parti avec ma mère sur Perpignan, donc là où je vis toujours. Quand je suis pas dans le basket pour l'Évreux, je suis sur Perpignan, plus précisément à Alenia. Il y a une plage là-bas. Il y a une bonne plage là-bas. Très très bonne plage à Argelès, tout ça. Donc, je suis plutôt un gars, ouais. Les flots bleus, Camping Paradis. Ouais. Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Du coup, là où j'étais, le basket, c'était pas trop ça, mais on a su le faire avec. Et puis après, j'ai fait, donc, du coup, Saint-Cyprien, Alenia. Et après, je suis parti pour le basket. Et enfin, t'étais comment, genre à l'école? Tout ça, t'étais comment? T'étais un bon élève, un élève du radiateur? On va dire que j'étais plus proche du radiateur, ouais. Le radiateur du fond, plutôt. Non, c'était quoi un peu ton cursus scolaire? T'étais un bon élève ou ça te saoulait plus qu'autre chose? Ouais, j'ai jamais vraiment aimé l'école, en fait. Pour moi, c'était trop strict, trop de... T'apprends pour apprendre, quoi. C'était trop par cœur. Ouais, trop par cœur. J'ai jamais trop aimé ça et je pouvais pas, en fait, m'exprimer dans ce que je faisais. Donc, pour moi, ça avait aucun intérêt. Et je le faisais parce que je devais le faire, quoi. Ça m'a jamais vraiment plu de faire des études, non. Mon parcours à l'école, c'était, j'ai fait un bac pro électrotechnique. Donc, 2 premières années, j'ai eu un BEP électrotechnique. Après, j'ai eu un bac pro électrotechnique pour la 3e année. Après, je suis parti à Pau, là où j'ai fait un BTS MUC. Le fameux BTS MUC. Oh putain, franchement, Je crois que t'es en conseil d'orientation. en vrai, ça me convenait bien parce que On branlait rien. Bon. on branlait rien et
Enfin, personne ne disait rien, donc voilà, on y allait. Ouais, mais tu vois, ce qui était cool, c'est qu'en fait, ça nous permettait de voir d'autres personnes en dehors du basket. Ouais, c'est Ça, c'était cool, tu vois, ça Ouais, nous, c'est ça vrai. nous laissait un lien avec le vrai monde, entre guillemets, tu vois, on avait toujours ce lien avec Ouais, des c'est gens vrai. de l'extérieur, et ça, c'était vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Et même des liens en extérieur et aussi des liens avec d'autres sports. Ouais, avec de sportifs, bah, on avait le rugby, on avait la section palo, On avait rugby, ouais, on avait hand aussi. on avait Et le hand, et le foot, ouais, c'est vrai. Et le ouais, côté SMUC est sponsorisé sportif, je crois. Tous les sportifs, ils ont fait soit NRC, soit MUC. Mais c'est ça. Mais C'est ça. après, ça c'est... Bon, là, on peut partir sur un débat, mais on va en parler vite fait, mais c'est toujours la même chose, tu vois, les centres de formation, bah, on leur dit, je crois que c'est pour les centres de formation agréés, on dit, bah, vous devez proposer des études à vos Ouais, c'est joueurs. ça. Ah ben, on les envoie en MUC, tu vois, genre moi, à la base, je voulais pas du tout aller en MUC, j'en avais Ah, rien mais à moi faire aussi. du MUC, tu vois, Moi tout le aussi, monde s'en fout du MUC. Parce qu'en fait, on y allait, la seule filière qui proposait un emploi du temps adapté à nos entraînements. Du coup, on y allait. Les centres de formation, ils étaient contents, nous, on était contents, mais en vrai, c'était pas du tout pour le bien des joueurs, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben, pour notre avenir, c'était pas du tout pour notre avenir. Ah, mais c'est clair, Même si on y trouvait un intérêt, parce que ben, on pouvait... sur le moment, on y trouvait un intérêt, mais dans, je sais pas, 10 ans, peut-être, on se dira, putain, peut-être j'aurais dû faire quelque chose d'autre que le SMIC, tu vois. Et ton rapport à la famille, enfin, voilà, tu disais que tes parents ont divorcé assez tôt. Et, Ça se passait comment avec tes parents? mon père, j'ai pas trop de souvenirs. Le seul souvenir enfin, que j'ai de lui, c'est quand ça se passait un peu mal après la séparation, parce que la séparation en soi, bah, j'avais 3 ans, donc j'ai pas trop de souvenirs. Mais après mes 3 ans, bah, j'avais des courts souvenirs de lui parce que bah, il était avec une autre femme, du coup, bah, j'étais avec d'autres enfants, donc voilà, j'ai des petits flashs de lui. Et ma mère elle a toujours été là pour moi depuis le début, et pour moi, c'est ma reine, et voilà quoi. C'est celle qui m'amène jusqu'à là où je suis maintenant Ouais. et qui fait mon caractère. D'ailleurs, Patrouchka, on t'embrasse bien fort. Et t'as des Pas frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Fils D'accord. unique. Enfin, je suis fils unique, mais mon père, enfin, j'ai une demi-sœur. Mais bon, c'est compliqué. J'ai pas trop de lien avec elle. Et du coup, enfin, bon, voilà, je dis ça parce que moi, on connaît un peu ta vie personnellement Et- et on sait que bah, tu as perdu ton papa très jeune. Bon, Oui. il y a eu la séparation, voilà, qui a fait que bah, tu le voyais moins, mais à un moment donné, voilà, ton père, pour ces raisons, a décidé de mettre fin à ses jours. Et toi, à l'époque, bah, comment tu l'as vécu, toi, ça? Ben moi, à l'époque, j'avais pas trop compris au début. Pour moi, ça a toujours été ma mère qui est ma mère et ma mère qui est mon père, quoi. Et à l'époque, t'avais quel âge juste pour resituer un peu? J'avais 5 ans. D'accord, ouais. J'avais 5 ans. Très C'est pour petit. ça que je dis que j'avais un peu des flashs, enfin, après 3 ans. Et jusqu'à mes 5 ans, j'avais un peu des flashs. Après, je peux parler aussi, enfin, je peux parler de lui, bah, sur le fait, quand il s'est suicidé, bah, en fait, c'est passé un jour de fête. Et bah, j'étais en famille et j'étais en vacances chez mon père à ce moment-là. Et donc bah, on fait des fêtes, tout ça, tout ça, tout ça. Et bah, j'étais tout le temps collé à mon père parce que bah, le petit qui colle à son père tout le temps, enfin voilà, je sais pas, dans toutes les familles, peut-être il y a un gamin qui est comme ça, je sais pas, j'en sais rien. Et donc je suivais de partout, et à un moment donné, il s'est éclipsé dans la soirée. Moi, j'étais toujours avec lui, donc je suis allé le voir. Et il est sorti, et en fait, il s'est mis devant le muret chez les grands-pères, et enfin de ma grand-mère aussi. Et en fait, il avait une arme, donc je sais plus trop, enfin, ce que c'est exactement comme arme, mais il m'a regardé avec les yeux, il m'a dit je t'aime, et il s'est collé une balle. Donc à ce moment-là, ouais, c'était un peu, bah, pour moi, j'ai pas trop compris. Enfin, mon père me faisait beaucoup rigoler, donc j'ai pas trop compris. Pour moi, c'était une blague, et j'allais vers lui et je rigolais, je faisais ah, 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 et j'essayais de le bouger, quoi. Donc
que pour moi, j'ai pas trop compris. Et à partir du moment où j'ai compris, c'est quand on m'a dit, quand ma mère m'a dit que je suis revenu de vacances, mon père est mort. Et pour moi, il était encore vivant, quoi, parce que, voilà, quoi, pour moi, c'était un jeu, et voilà, quoi. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, et voilà. À 5 ans, enfin, tu peux pas t'imaginer que, bah, déjà que ton père a des problèmes. Enfin, voilà, je pense que s'il a fait cet acte-là, c'est qu'au fond de lui, bah, il était pas bien et qu'il avait ses soucis personnels, tu vois. Mais quand t'es petit, ben voilà, le rôle d'un parent, c'est de cacher ça à son enfant. C'est Ouais, c'est ça, ça. et... Et même maintenant, je le sais pas, hein. Ouais. Il m'a fait une lettre Ouais. que j'ai eue à mes 18 ans. Et même maintenant, dans cette lettre-là, il dit pas pourquoi, quelle est la raison. Et mais donc je sais toujours pas. Dans un sens, je sais pas si c'est bien que je le sache. Bon, je me prends pas trop la tête sur ça. Voilà, Ouais. comme ça. Et t'as jamais essayé, même si t'as pas une bonne relation avec ta belle-mère, etc., t'as jamais essayé de discuter de ça avec elle pour essayer de comprendre ou elle a essayé de t'expliquer, je sais pas. Ouais, alors, ouais, je vais expliquer la relation que j'avais avec elle. En fait, de mes 3 ans jusqu'à mes 5 ans, du coup, quand en fait j'étais en vacances, j'allais chez mon père. Donc j'étais directement avec ma belle-mère, parce que voilà, elle avait déjà 3 enfants, euh, et cette femme me maltraitait déjà. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que pour que je mange pas, elle me mettait du poivre dans la bouche, pas que je mange, ou des trucs, ouais, des trucs de torture un peu, tu vois. Donc du coup, j'avais une relation déjà bizarre avec elle, c'était pas très bonne relation. Avec ses enfants me maltraitaient aussi parce que j'étais plus petit qu'eux. Ils avaient 10 ans, 12 ans. Ils m'ont ils m'ont étouffé avec un coussin. Donc j'étais à l'hôpital pour ça. Et ton père, ton père, il voyait ça ou c'était tout en fait en cachette Ouais, je pense que c'était fait un peu en cachette, mais aussi il le voyait, mais il voulait pas trop parler parce que je pense qu'il avait des histoires avec cette femme. Et à cause de ça, j'ai dû faire beaucoup d'orthophoniste. Pendant au moins 10 ans, j'ai fait de l'orthophoniste à cause de ça et je pouvais plus parler parce que j'étais choqué et voilà. Et pendant ces 2 années-là, tu communiquais comment avec ton entourage, tout ça? Je faisais des 1 et 1 ou des gestes, tu vois. Ça, c'est ouf comment en fait le corps, en fait, il s'est mis en mode protection, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça, totalement. il s'est mis en mode waouh, là, il s'est passé un truc trop fort pour moi. Le Ouais, cerveau a bugué. Ok, ben maintenant, on protège. En gros, le but, ça, c'est de protéger, de te protéger toi, tu vois. ouais. Et putain, c'est ouf. Et est-ce que, ben, euh, après, quand tu as réussi à retrouver la parole, est-ce que tu en as parlé à ta mère? Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Je sais pas. En fait, j'étais tellement choqué par tout ça. Je pense que pour me protéger à moi, pour me protéger à moi, je l'ai pas dit à ma mère. Je sais pas comment le dire, mais je l'ai pas dit à ma mère parce que pour moi, ça lui faisait du mal ce que j'avais eu dire, tu vois. Donc, j'ai protégé ma mère pour ça et du coup, je l'ai pas dit jusqu'à mes. Jusqu'à que j'ai eu la lettre de mon père, je l'ai pas dit. Et après ça, ça m'a un peu débloqué et j'ai compris qu'il fallait juste que je parle parce que, en vrai, c'est quelque chose de choquant et c'est pas quelque chose à faire. Ouais, c'est clair. Surtout bah, à l'époque, tu avais 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça commence entre le 3 et 5 ans. Mais du coup, quand tu vis avec ça, jusqu'à tes 18 ans, tu gardes ça. Donc pendant ces 13 années où tu gardes ça en toi, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que le soir dans ta chambre, tu t'enfermes? Est-ce que t'es comment moralement? Parce que t'en parles à personne au final. Ouais, ouais, j'en parle à personne. Et pour moi, en fait, c'est très compliqué parce que quand je rentre le soir, je pleurais souvent dans mon lit. Mais des fois, sans raison, hein, parce que juste ce que je gardais en moi, ça me faisait pleurer, quoi. Juste ça. Et du coup, ce qui fait aussi qu'à l'école, j'étais beaucoup dans ma bulle, enfin, pas beaucoup parler, et tout le temps frapper les gens parce que c'était une protection, quoi. Mais moi, je t'ai vu jouer une fois. Ouais. C'était un one pour à l'époque. Et d'ailleurs, s'il y avait eu une bagarre,
pense que c'était il y a quelques années, là, il y a 3-4 ans, où Chermot, il avait pris une droite d'un joueur de Rouen. Oh là là là. Et, et, et je t'avais vu jouer, et tout à l'heure, tu parlais sur le terrain, tu donnais tout, etc. Et je me suis dit, mais c'était la seule fois que je t'ai vu jouer. Je me suis dit, mais ce mec-là, c'est obligé. Enfin, je te connaissais pas du tout à l'époque, c'était la première fois que je te voyais jouer, quoi. Et je me suis dit, mais ce mec-là, comment il rentre sur le terrain, il rentre au bout il reste 3 minutes dans le deuxième carton, il en atteint comme jamais. Ah, C'est pas obligé que, je sais pas, il ait une histoire ou un truc comme ça, il peut pas avoir une arme comme ça. Et là, ce soir, c'est la deuxième fois où je te vois vraiment, et que tu me dis ça, du coup, je me dis, ah oui, c'est pas étonnant, quoi, après ton histoire, ouais, c'est... Sur le terrain, ça se voit, en tout cas. Moi, quand je t'ai vu jouer, je me suis dit, ce mec-là, il a vraiment la dalle, c'est incroyable. ouais, ben, et c'est ça que je veux faire paraître de moi, tu vois, c'est que je vais pas lâcher et que même quitte à aller à la bagarre, moi je m'en fous, peu importe qui y a devant moi, tu vois. Ça peut être un ricain de 120 kilos, ça peut être un gars qui est tout petit et qui veut m'embrouiller, enfin, sur le terrain, tu vois, je m'en fous. Je m'en fous carrément parce que c'est du basket et je sais qu'il y a juste le terrain, tu vois, et l'après, tu vois. Et je sais que sur le terrain, ben, je peux m'exprimer comme je veux sans il va rien se passer, tu vois, de fou. Bon, Au pire, je prends une patate comme chef et tu vois, et voilà, ça. en centre de formation, il n'y avait pas que sur le terrain que je te bagarrais. Mais ça, on en parlera pas ici. Non, maintenant, on va passer un peu. Alors, je sais que ta venue au basket, en tout cas au basket professionnel, est un peu atypique, on va dire, voire même, j'ai envie de dire, inédite. Hein, on a jamais vu ça. Ah ouais, ben, même moi, ouais, j'ai jamais eu une chance. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bon, nous, ce que mon mari et moi, on est au courant, mais les auditeurs et auditrices ne le sont pas forcément, donc est-ce que tu peux... Ouais, ben, en fait, bon, j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans, par le biais de mon meilleur ami, avec qui je suis très très proche. Et, bah, du coup, je fais du basket, j'étais pas forcément très très bon. J'étais pas forcément un gars qui allait shooter, qui allait enfin, faire des trucs de fou. Mais bah, j'étais tout le temps en défense, par contre. Mais vraiment, vraiment tout le temps en défense. Donc ça veut dire que mon coach me disait, tu ne vas pas en attaque, tu restes en défense. C'était du hand, quoi. Ouais. Il disait, tu restes en défense. Ça veut dire qu'un Karabatic, les gars. Voilà, j'étais un gardien de but, en fait. Donc, ouais, sur mes premières années, ouais, j'étais vraiment, on va dire, référencé défenseur, on va dire. Et parce que j'attaquais pas. Et puis après, bah, petit à petit, j'ai appris le basket. Donc, j'ai appris à shooter, j'ai appris tout ça. Et j'ai pu faire des finales qui m'ont permis après bah, de partir à Toulouse, qui est le plus gros club de notre région, du côté de Perpignan. Là-bas, j'ai évolué en Minime France. Après mes 2 années Minime France à Toulouse, j'ai eu la magie de Scoutschlater. La maladie des basketteurs, la famille. Ouais, Ça veut dire que tout le monde l'a eu. j'ai pris beaucoup de centimètres et donc ça fait que bah, j'ai arrêté le basket. Mais j'ai arrêté le basket pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années-là, bon, c'était vraiment chaotique. Les fréquentations, bah, le fait de plus avoir de basket dans sa vie, plus faire de sport en fait, plus avoir une structure, fait que ben, je l'avais par ma mère, mais quand je n'étais pas avec ma mère et que j'étais au lycée, ah ben, c'était n'importe quoi, pas mal fumé, malheureusement. Et bon, après, voilà, c'est comme ça, j'ai fumé pendant longtemps. J'ai recommencé le basket après ces 2 années-là. Euh, je faisais, donc, j'avais arrêté le basket, je faisais 1,90 m et je faisais, je pense, 80 kilos. Je suis revenu, je faisais 2,10 m, 110 kilos. Ah oui, transformation, quoi. Ah, Ouais, voilà. Et je suis allé voir le coach de la prénat qui m'a regardé, il m'a dit, mais t'es qui? J'ai dit, mais j'étais il y a 2 ans ici. J'étais il y a 2 ans ici, vous me reconnaissez même plus. Et donc il m'a dit, ah, mais c'est Thibaut. Il fait, oui, c'est moi. Et donc j'ai recommencé le basket comme ça, en pré-national.
première année où que je recommence le basket en prénat, on monte en N3, mais le club était déjà en N2, donc on pouvait pas monter. Du coup, l'année qui suit, ben, j'étais encore en prénat, mais je faisais entraînement N2 et j'étais avec la N2 intégrée. À ce moment-là, bah, j'étais bien, je performais bien en prénat, et donc ça se passait bien. Et ma mère, un jour, elle me dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, ben, basketteur, basketteur professionnel. Et alors, mais sans enthousiasme, rien, vraiment, j'ai dit ça parce que, voilà, j'ai dit ça. Elle m'a dit, ok. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et elle a envoyé plein de mails à tous les centres de formation en faisant un CV sur moi. Elle s'est aidée avec mon cousin pour faire un CV, tout ça, de moi, avec des vidéos, tout ça, tout ça. Sans réponse. Personne ne m'a répondu. Mais vraiment, personne. Ça veut dire que vraiment, c'était chaud, quoi. Et un jour, j'ai dit à ma mère, c'était vers la fin de saison, ouais, de mes années en prénat N2. Je lui dis, ouais, il y a un match des cadets France. Ils jouent à Perpignan. Viens, on va voir. Juste pour aller voir un match, quoi. Des cadets de Ouais. France de Perpignan. Cadets de Ouais, France de Perpignan. enfin, de Toulouse. De Toulouse, pardon, ouais. Qui joue à Qui joue à Perpignan. Perpignan. Ouais, ok. Et donc, du coup, on y va. Et on voit que c'est Pau, en face, qui joue contre Pau, en gros. Ou des Ah, mais cadets. t'es allé, tu savais même pas l'adversaire, quoi. Ah non! Ah ouais. Moi, en mode, oh, ben, je vais aller shooter à la mi-temps, quoi. Mais vraiment improbable. Vraiment improbable. Et ma mère, elle dit, mais attends, mais c'est Pau, c'est un centre de formation. Je dis, oui, 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 mais tu sais, un peu timide. Et elle me dit, bah, pourquoi je vais pas voir le coach? Elle va voir le coach, et le coach, c'était Armand Boisa. Elle était dans le minibus, en train d'appeler, enfin, il était avec un appel. Et ma mère, elle me dit, ouais, viens avec moi, on va le voir. Je dis, non, moi, je vais pas, 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 je vais pas. Je reste dans la voiture, elle y va. Et elle toque à la fenêtre. Il était en appel, et elle retoque. Et je lui voulais quoi, madame? Elle a dit, oui, mon fils, il fait du basket, vous pouvez le voir? Je dis, parce que je sais que vous êtes dans un centre de formation, est-ce que vous pouvez le voir? Et ma voisine, il dit, bon, ben, vas-y, faites voir sans voilà, pour lui, c'était juste pour que ma mère, elle se barre et qu'il fasse son appel, quoi. Ouais. Et elle revient me voir et elle me dit, allez, Thibaut, viens et tout, il veut te voir, viens. Moi, je suis là, je dis, ouais, non, et tout, je suis pas trop chaud et tout, non, non. Et elle me dit, allez, elle insiste, et je viens. Et du coup, je vois un voisin, et il me dit, ah oui, quand même, il est grand. Ok, d'accord, donc ça, déjà. Et Arnold, donc voisin, il dit, ben, passez-moi votre numéro, je vous appellerai pour faire une détection, quoi, en gros, pendant 2-3 jours. Le match se fait. À la mi-temps, ce que je voulais faire de base, je le fais avec une taille 6. Je tiens à préciser. Parce que, parce qu'à ce moment-là, l'équipe de Perpignan féminine, bon, maintenant est dissoute, mais était à un très très bon niveau, je crois, elle était en Ouais, première. LSB, je crois même. Ouais. Ouais, un LFB, ouais, je crois. Et donc, je prends un taille 6 et je shoot. Et je commence à mettre, mais improbable, hein, je commence à mettre des shoots improbables. Mais vraiment, mais incroyable. Et moi, pour moi, dans ma tête, je suis, waouh, trop bien et tout. Et Arnold Voisin me voit. Il me voit faire ça. Il se dit, mais c'est incroyable, il fait 2,10 m, il shoot, c'est incroyable. Et du coup, il va voir ma mère, il dit, ah, désolé et tout, je sais pas enregistrer votre numéro, c'est quoi? Donc ce bâtard, il avait pas enregistré. Quoi, t'inquiète, je te rappelle, mais t'appelles jamais. Donc je te dis, il est juste pour finir son appel. Et voilà. Et donc ça se passe et tout, là, là, le match se finit et tout. On rentre chez moi et tout, là, là. 3 jours après, je dis, maman et tout, il t'a pas encore appelé, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, t'inquiète, il va nous appeler, t'inquiète pas. Et moi, j'étais trop impatient. Parce que pour moi, c'était la chance de ma vie de peut-être intégrer. Je dis peut-être, parce que vraiment, j'étais loin de là de me dire que, voilà. 2 jours après ça, elle l'appelle, enfin, il l'appelle.
Venez, on va faire pendant 3 jours, des détections, tout ça, venez. J'arrive et je vois Hugo Blanc, hein. Je vois Hugo Blanc, donc pour la première fois de ma vie, il y avait une très grosse team, il y avait Léo Cavalier, enfin, c'était les espoirs qui avaient, gagné, le championnat espoir, cette année-là. Ouais. Donc je vois tout ça, je me dis: «Oh là là!» Moi, je dunkais pas trop, j'étais pas trop athlétique, je faisais un aller-retour, j'étais en 100. Mais du coup, la détection, elle se passe comment? Ah ben, la détection, je fais, 2 jours, je Ça- fais le premier entraînement, ça pour moi, ça va. Ça allait, tu vois? C'était pas non plus un truc de fou. Ça allait sans plus, tu vois? J'ai mis un tir à 3 points. Oui, c'est vrai! C'est vrai, je me rappelle! Même moi, j'étais là, je fais: «Oh, j'ai mis un tir à 3 points!» Incroyable! Et donc le jour d'après, on refait un entraînement et là, j'étais vraiment, mais mort, mort, mort parce que, pour moi, en semaine, en prénat et en N2, j'avais, 2-3 entraînements par semaine et c'était, 1 heure et demie, pas plus. Et là, c'est un centre de formation, donc c'est tous les jours. Donc pour moi, ça se passe mal. Heu, le 3e jour, du coup, on va manger, avec le J attends, je sais pas si c'était avec le JM ou le directeur du centre de formation et Arnold Boisa. Et donc à la fin du repas, ils disent: «Bon, ben, voilà, nous, on veut te signer pour l'année prochaine, enfin signer, on veut te prendre en centre de formation pour l'année prochaine». Moi, choqué, je dis: «Oui», direct, je fais: «Ah oui, 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 oui», trop content, je pleure et tout parce que, et je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à ça et donc à partir de là, je fais, 4 années à Pau et je lance ma carrière professionnelle et voilà, je fais 3 années sport. Et la 3e année, c'était sur mon 1er contrat pro, donc ma première année contrat pro, mais Tu devais te faire prêter à Tarbes Lourdes. ouais, c'est ça. Comme tous les genres de peau, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça et du coup, ça s'est pas fait parce que voilà, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'était passé, voilà. Je tiens à préciser que pendant ces 3 années espoir, il a dû me défoncer 3 arcades, facile. Voilà, j'ai dû avoir facile, je sais pas, 10 points de suture à cause de lui. Et rappelle-toi, Arnold, il voulait absolument, parce qu'en fait, tes coudes, t'arrivais pas à les gérer. Du coup, Arnold, Ouais. il voulait absolument que tu mettes des coudières. Tu te rappelles ou pas? Et t'avais une coudière noire, une coudière blanche avec les protections, c'était tellement drôle. J'avais une dégaine, Ouais, une dégaine. vraiment. Je faisais 110 kilos, tout gras, pas un pet de muscle, hein. Mais vraiment pas un pet de muscle. Mais un gars de départ qui venait s'entraîner. Avec, faut l'imaginer avec une coudière blanche, une coudière noire et il couvrait comme ça. Genre, c'était magique. Ah, Ah ouais, magique, ah ouais, c'est vraiment. Ma première année en e-sport, je crois les 4 premiers mois ou 3 premiers mois, je perds genre, je sais pas combien de kilos, je perds ouais, genre t'avais 10 fondu. kilos ou 12 kilos, je Ah, crois, un ouais, truc comme t'avais ça. bien fondu. Je descends à 90 kilos et j'ai une vidéo encore de moi, où on est dans le vestiaire et c'est désastreux. On dirait un gros toxico, qui sort ah mais vraiment, un gros toco, bon bref, ouais. Du coup, en intégrant le centre de formation, vu que t'es arrivé 110 kilos, gras, tout ça, forcément, tu intègres une discipline que tu n'avais pas avant. Est-ce que ça a été compliqué au début, l'adaptation au centre de formation? Ouais, pour moi, c'était monter une montagne, sans grappin, sans rien, quoi. Vraiment, j'y allais comme un homme, quoi. Vraiment, ah ouais, sans équipement, rien, vraiment. C'est incroyable, quoi. Et en plus de ça, ce que je tiens à dire, c'est que, avant le centre de formation, je continuais à fumer et je fumais beaucoup, 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 beaucoup. Mais vraiment beaucoup, à un point où, c'était, maladif, quoi. Donc je suis arrivé au centre de formation, j'ai direct arrêté et je pense que c'était les 3 mois ou 4 mois les plus longs de ma vie parce que, j'ai arrêté cette addiction et je faisais des entraînements tous les jours, matin et après-midi et c'était des cardio. J'étais avec Hugo et je faisais des cardio, mais c'est simple, je pense, aller 1 minute ou 2 minutes, je vomissais presque. Tu te rappelles? Ah ouais, je me rappelle. Ah putain, je me rappelle toute ma vie. Moi, je revenais de blessure à ce moment-là.
Et c'était en pré-saison, et tu te rappelles, tout le monde les gars sont Ouais, sur le terrain, et nous on était sur le côté, on courait parce que bah, toi fallait que tu rattrapes le retard que t'avais, et moi je pense que bah, je m'entraînais avec toi parce que je reprenais le basket reprise. pour la Ah ben, reprise. Et tu te rappelles ou pas, je me rappelle, tu t'étais, mais on avait fini le cardio, c'était des allers-retours, on faisait des tests de Luc Léger, j'en parlerai toute ma vie. On ah finit ouais. le test, et là tu tombes par terre, tu t'écroules, et le sol était trempé, c'était... Et alors, bon, du coup, tu nous as raconté ce changement de vie. On va un peu accélérer sur la timeline de ta vie. Donc voilà, Et tu signes en pro à Pau à quel âge toi déjà? Quel qu'il soit. à ce moment-là, j'étais en deuxième année sport, donc je crois que c'est 19, je crois. Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi le fait de passer à ce statut de professionnel? Est-ce que Euh, tu as eu des changements? Tu t'es dit, ok, maintenant là, maintenant c'est plus des LOL, maintenant faut. Déjà, quand j'avais eu un contrat stagiaire l'année d'avant, je me disais, ok, j'ai quand même, enfin, c'est quand même une grosse structure, ils me font confiance, j'ai un contrat stagiaire, c'est pas mal, tu vois. Mais j'étais pas encore dans l'optique de me dire, ok, là c'est chaud, là j'ai un contrat pro, quoi. Et donc l'année où j'ai le contrat pro, euh, ben, je vais voir enfin, je vais voir le GM et tout, et il me dit, ouais, ben, on va te signer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, enfin de mon corps et de mon cœur, ben, parce que pour moi, c'était ben, la réussite de ma vie, et, et aussi de me dire, ben voilà, j'ai réussi, et ma mère a cru en moi, et tu vois, enfin, c'était un accomplissement de beaucoup de choses, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment du sérieux, faut que ben, je fasse attention à beaucoup de choses. C'est plus, ouais, je vais faire une soirée par-ci par-là, ou alors, tu vois. Là, c'est vraiment, j'ai pris les choses en main. Ça s'est fait aussi petit à petit, hein, j'ai pas, enfin, d'un coup, je me suis dit, voilà, c'est petit à petit aussi, par le biais bah, d'autres professionnels qui étaient déjà enfin, bah, les professionnels qui étaient dans le groupe, quoi. Et tu parles des professionnels, c'était qui les professionnels à l'époque qui t'ont un peu guidé, on va dire, ou montré la voie pour que tu deviennes justement plus professionnel? Ben, à ce moment-là, il y avait Léo Cavalière qui était déjà, bah, qui était passé en centre de formation, tout ça, et pour moi, c'était un exemple. Parce que lui aussi, malheureusement, ben, il a perdu son père. Et donc, j'avais un peu un lien comme ça, enfin, envers lui. Euh, J'étais déjà, enfin, il y avait j'avais de l'affection pour Léo. Et, euh, et pour moi, c'était quelqu'un ben, vraiment, qui se donnait dans tout ce qu'il faisait, et surtout sur le terrain. Et c'était aussi ça que je voulais montrer sur le terrain, c'est quelqu'un qui se donne sur le terrain sans se dire ouais, s'il faut, ben, je vais me faire mal, s'il faut ça, non. Ouais, sans calculer, quoi. Ouais, juste, ben, je donne ce que j'ai à donner. Il y a eu Alain Kofi aussi. Alain Kofi, donc, qui, franchement, un super gars, j'étais en chambre avec lui. C'est la masse sur le cœur. Il a eu aussi des problèmes avant de venir à Pau, niveau blessure. Pour moi, c'était aussi un battant, et il s'est battu à sa manière. Et donc ça me prouvait que tout était possible, et que bah, même si tu vas nulle part, bah, ok, tu vois, genre, c'est possible, quoi. Tu signes ton premier contrat pro à Pau, tu signes Mhm. 3 ans. Tu fais Mhm. combien? Tu fais 2 ans là-bas? Ouais, je fais 2 ans, ouais. Tu fais 2 ans, ensuite tu signes à Bourg-en-Bresse, c'est ça? Ouais, ouais. Ta dernière année, t'es prêté, c'est ça? Non, je suis pas prêté, Prêté. je coupe mon contrat. Il y a un contrat avec Pau, on fait un arrangement à l'amiable, et donc voilà, ça se fait, et puis je signe à Pau direct. Enfin, à peu près en reste. À Bourg-en-Bresse, ouais. Et ensuite, on arrive à Évreux, c'est ça? Ouais. On arrive à Évreux, et c'est là où tu te baisses la première fois, c'est ça, pour les croisés? Non, en fait, à Bourg-en-Bresse, milieu de saison, après décembre, je crois. Milieu de saison, donc je me fais première fois les croisés sur la jambe droite, enfin sur la zone droite. Je me fais une première fois les croisés. Après, par chance, j'arrive à signer à Évreux. Donc je signe à Évreux 2 ans.
Donc pour moi, c'était incroyable parce que bah, je me suis dit, ouais, je suis blessé, j'arrive à signer, c'est incroyable. Donc je signe là-bas, début de saison. Je suis pas trop avec le groupe bah, parce que je suis encore dans ça s'appelle, une phase de réathlétisation, tout ça pour mon genou. Je reviens avec le groupe. Premier entraînement, rechute, il et ils viennent le croiser. Deuxième fois que je venu le croiser. Sur le même genou. Sur le même genou à droite. Euh, à ce moment-là, bah, je me dis, c'est la fin de ma carrière. Ok, bon, j'ai signé 2 ans. En soi, c'est une année encore à charbonner, mais bon, ça, charbonner, je l'ai toujours fait, donc ok, genre c'est ok, tu vois, on va le faire. Et c'était plus mentalement, c'était dur. Je me disais, merde, comment je vais revenir, comment ça va se passer avec mes coéquipiers, comment tout ça, enfin, il y avait plein de questions dans ma tête. Et puis, bah, j'ai bien fait les choses, j'ai bien pris mon temps, et là, j'ai pu reprendre avec le groupe là cette année, donc encore avec Evreux. Et d'ailleurs, j'ai re-signé cet été, 1 an de plus, avec Evreux pendant que j'étais blessé. Ah, mais ils ont une confiance incroyable, là. C'est incroyable. C'est rare, ça, dans Oh, le sport, hein. ouais, franchement, ouais, et pour ça, franchement, je leur mets la main sur le cœur et je leur remercie assez jamais pour ça parce que ben, ils me donnent l'opportunité de revenir et de revenir dans de bonnes conditions, quoi. C'est là où tu te dis que bah, c'est un vrai club, un club pro hein, de Pro B, de deuxième division française. Bah, ils savent à quel point c'est compliqué, bah, surtout quand tu es un jeune joueur, de te blesser. Bah, déjà, mentalement, c'est compliqué de revenir 2 fois des croisés et du même genou en plus, qui plus est. Et, et du coup, bah, en fait, ils te laissent encore une saison de plus. Bah, je pense qu'ils se disent, bah voilà, là, cette saison, ça va être une saison comment dire, de découverte de la Pro B pour Thibaut. Et au Ouais, final, voilà, ils attendent de toi, bah, je pense que l'année prochaine, bah, t'exploses tout, quoi. Et ça, ouais, c'est totalement ça. Ben, c'est déjà ce qui devait se passer l'année dernière en soi pour mon premier croisé, quoi. Moi, je leur ai dit, voilà, je vais pas être performant direct. Ça va se faire sur plusieurs mois parce que ben, un croisé, malheureusement, tu retrouves pas les mêmes sensations, tu n'as pas le même timing des choses, tout ça. Par contre, moi, je vous dis que, et ce que vous l'avez déjà vu, parce qu'il l'avait déjà vu à ce moment-là, et moi, je leur ai dit, je vais tout donner et je vais tout faire pour revenir au maximum que je peux revenir et enfin, dans la meilleure forme et dans le meilleur état d'esprit que je peux pour vous, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi qui leur a plu et ils ont vu que je travaillais pour, donc c'était OK, quoi. et cette phase de réathlétisation, bon, déjà, t'as eu du coup 2 opérations, c'est ça? Ouais. Et après, tu as eu une phase de réathlétisation. Et déjà, ça dure combien de temps? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ouais, tu as fait, bon, t'as fait de la kiné, je suppose. Est-ce que tu as fait des centres de réathlétisation, des centres de rééducation? Mm. Par quel chemin t'es passé justement durant cette convalescence? Alors, la première fois que j'ai fait une croisée à Bourg-en-Bresse, j'avais un très très bon kiné, Zlatan. Bon, c'est pas Ibrahimovic, attention. Mais non, non, c'est Zlatan, il s'appelle, actuellement à Monaco. Donc voilà, pour vous dire vraiment il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Donc j'ai pu bénéficier de cette personne à Bourg-en-Bresse pendant bah, jusqu'à la fin de mon contrat à Bourg-en-Bresse. Donc à ce moment-là, pour moi, il n'y avait pas question d'aller quelque part d'autre que bah, avec lui. J'ai beaucoup bossé avec lui au début. Après, bah, mon contrat s'est fini. Donc l'été, je suis parti à Cap-Breton. J'ai fait 2 mois en gros là-bas pendant l'été. Et donc après, bah, je suis revenu au club de Évreux. Et bah, donc du coup, bah, je me suis répété le croisé, un entraînement, premier entraînement. À ce moment-là, je me suis dit, ok, pour moi, mentalement, j'étais pas prêt à rester autre part que chez moi à Perpignan. Parce que c'était dur. Mentalement, je savais par quoi j'étais déjà passé.
physiquement pareil. Et pour moi, je voulais repartir chez moi. Donc, je suis reparti chez moi. Ils m'ont laissé ils m'ont laissé cette option-là que j'ai pris de suite et je leur remercie pour ça parce que franchement, c'est super cool. Et j'ai pu rester chez moi pendant 3 mois en total. Là où j'ai pu faire des séances kiné, beaucoup de séances kiné avec ma kiné sur Perpignan. J'ai fait aussi 3 passages à Cabreton, voilà, de 1 mois pareil. Donc j'ai été rodé comme jamais, on va dire. Voilà, tout le monde me connaissait, tout ça. D'ailleurs, ça fait peur. La première fois où on va là-bas, et t'entends des trucs comme ouais, je me suis fait 4 fois le croisé. Ouais, je me suis fait 17 fois le genou. Ah, putain, toi, t'es là, tu t'es fait une fois le genou, tu dis. Et donc, voilà, la 5e fois, voilà, tout le monde me connaît, tout ça. Bref, voilà. Après, j'ai travaillé avec quelqu'un pour ma reprise. Niveau mental, par contre, pour reprendre le basket dans les meilleures conditions possibles, sans penser à mon genou, parce qu'à ce moment-là, quand tu te fais 2 fois le croisé, et surtout que quand tu reviens, tu fais le premier entraînement, tu te dis, putain, c'est chaud, mon gars, t'as fait un entraînement, ton genou, il a pété, c'est passé nickel, j'ai même pas ressenti une douleur ou quoi. Que c'était OK, quoi. J'avais juste passé ce stade, quoi, qui était le genou, il était pas prêt, mais en fait, s'il est. Ouais, cette barrière mentale que tu t'es Ouais, imposée c'est ça. toi-même et au final, voilà, il fallait la surpasser. Et là maintenant, là actuellement, donc t'as repris le basket, t'as repris ta saison, ça se passe comment? Écoute, ça se passe plutôt bien. Enfin, moi, pour moi, ça se passe bien. Je me donne à 100%, tu vois, tout ça. Après, j'ai pas trop de temps de jeu, mais c'est lié aussi à la blessure. C'est lié au fait que je reprends petit à petit. C'est lié aussi au fait que quand t'as arrêté 2 ans, t'as plus le rythme basket. Enfin, le rythme match, pardon. C'est-à-dire que t'as pas de. Tu sais, quand tu fais 2 ans dans ton lit ou aller faire un training dehors ou je sais pas, aller tirer, faire des shoots, mais que t'es tout seul, t'es pas la même quand il y a quelqu'un à côté. Tu vois. Et qui a envie de te manger. C'est ça, c'est pas la même chose. Le gars, il dit pas, il était blessé pendant 2 ans. Mais c'est ça, c'est totalement ça, tu vois. Donc, c'est ça aussi qu'il faut que je réapprenne, tu vois, sur les matchs. Mais je me prends pas la tête. Le coach aussi, il est OK, tu vois. Il est en mode OK, tu reviens. On va tout faire pour que tu reviennes pour l'année prochaine. Par contre, tu vois, là, je performe. Et là, je passe vraiment quelque chose de cette année-là. Mais pour l'instant, je me prends pas trop la tête. Je veux juste passer cette saison. Déjà passer une saison, déjà. Et après, on verra, tu vois. Juste, pour finir sur la blessure, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a des pépins physiques ou qui est régulièrement blessé? Quel conseil ou qu'est-ce que toi, t'as appris de De ta tout période ça, de ouais. blessure? Je pense que premièrement, c'est pas une fatalité de se dire une blessure, enfin de se blesser, c'est pas une fatalité. Faut toujours revenir. Mais il faut juste vraiment avoir envie de revenir de la blessure, surtout d'une grosse blessure. Parce que c'est vraiment, vraiment, c'est dur mentalement. Physiquement, je pense que tout le monde est prêt à faire des efforts pour y arriver, tu vois. Mais c'est plus mentalement où ça prend. Et le conseil, c'est, oh, t'as juste à travailler, frère. T'as juste à travailler et à te lever de ton lit. C'est juste ça, en fait. Te lever de ton lit et pas avoir la flemme, pas faire des bonnes nuits, bien manger, tout ça, voilà, quoi. Mais après, je trouve aussi la blessure, c'est pour certains, ça peut être genre un échappatoire. Tu vois, des fois, malheureusement, dans la carrière pro, il y en a, ils font ça parce que ils ont toujours fait ça de leur vie. Et donc, ils se disent, moi, je sais faire que ça. Et ils vont se blesser et ils vont trouver qu'ils ont genre une passion, quelque chose dans la vie où ils sont bons. Et quelques temps après la blessure, ils vont revenir à un bon niveau, mais ils vont arrêter très vite. Parce qu'en fait, ils ont fait pendant leur blessure, c'est ça qu'ils veulent vraiment faire dans la vie. Ouais. Ça aussi, des fois, on se blesse. Moi, je touche du bois, hein, mais des fois, tu vois des gens, très vite, ils arrêtent parce qu'ils se disent, en fait, non, moi, ma vie, je veux que ce soit ça, et je veux pas que ce soit ça. Après c'est des choix, tu vois.
Moi, je sais que en fait, je me suis lancé dans le basket, tu vois. Et c'était plus en mode, j'ai une porte de sortie, tu vois. Et maintenant, cette porte, je peux pas la lâcher, tu vois. Malheureusement, non, mais c'est malheureux, mais demain, tu me demandes ce que je vais faire après le basket. Même là, tu vas me poser certainement une question comme ça. Et je vais te dire, ben, gros, ma mère, à part le basket, je sais pas, gros. Je sais pas, parce que je me vois que dans le basket, tu vois. Parce que, mais tu fais ça parce que t'aimes ça ou alors parce que c'est ta seule solution pour le moment? Non, j'aime profondément le basket et genre, c'est vraiment une passion. Et ça m'a permis aussi d'être l'homme que je suis maintenant, tu vois. Hmm. Mais, dans un autre sens, je pense qu'il y a d'autres choses à vivre. Et quand tu es blessé, tu vois les autres choses, en fait. Et c'est ce qui permet des fois aux gens qui se blessent au niveau professionnel de voir que ben, il n'y a pas que ça. Et qui ont d'autres passions, en fait. Enfin, c'est la vie, tu vois. Il n'y a pas que le basket. Mais moi, actuellement, pour moi, il n'y a que le basket. Ouais, je sais pas, je vis de ça, je vis ça, et voilà, tu vois. Je suis à 100% dedans et je peux pas, enfin, je me vois pas autre part que dans le basket, Hmm. pour l'instant. Donc, t'es en train de nous dire que t'as niqué l'une de nos dernières questions. Quels sont tes projets? Quels sont tes projets en basket? Ouais, bah, du coup, voilà, quoi. Ouais, mais ok, très bien, très bien. Ici, il n'y a pas de jugement. Chacun son Ouais, parcours. non, mais... Chacun son parcours. Enfin, tu vois, actuellement, je me vois, enfin, vraiment, même, je sais même pas dans 10 ans comment ça va se passer, tu vois. Je me poserai peut-être la question dans, peut-être demain, peut-être dans 10 ans. J'en sais rien. Mais Non. actuellement, basket, gros. Très bien. Mais ça vient peut-être aussi du fait que tu sois blessé et tu as raté 2 ans. Donc tu te Ouais, dis, moi j'ai du temps à rattraper, tu vois. C'est pas comme quelqu'un qui fait du basket ouais, c'est tous ça. les jours. Toi, t'es en manque de basket, on va dire, tu vois. Ouais, totalement. T'es pas rassasié. C'est pas comme un gars qui fait ça depuis... Ouais, exactement, t'as faim, t'as la dalle, tu Ah vois. ouais, ah ouais, j'ai faim de fou. J'ai faim de fou. Et en plus, c'est ma passion, donc j'ai encore plus ça, tu vois. Non, ouais, c'est ça. Ça vient aussi de là, forcément. Peut-être que je te reposerai la question ou on te reposera la question dans 3 4 ans. Tu me diras, ouais, j'ai envie de faire des lives sur Twitch, quoi. Je sais pas. C'est ça. C'est que pour l'instant, ben. Mais tu sais que même des fois, mes coéquipiers, ils comprennent pas que, genre, ça me touche autant ce qui se passe dans la vie d'un groupe. Ou tu vois, ou genre, niveau basket, que je sois autant attaché sur des détails de vie de groupe ou du basket, tu vois. Mais parce que pour moi, genre, je sais pas, le basket, c'est tout, genre. Je sais pas, c'est un état de vivre. T'as tout qui fait que tu peux pas. Un basketteur, c'est un basketteur, tu vois, tu le vois direct. Un gars qui pense qu'à lui, dans le terrain, tu le vois direct. Des gars qui pensent que à l'argent, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dis pas que je pense pas à l'argent. Je vois des billets, je fais, ah oui, quand même, c'est pas, tu vois. Mais voilà, t'as été la question. Mais ouais, non, avant ça, tu vois, je me dis, ok, pour l'équipe, qu'est-ce que je peux faire pour l'équipe et pour mon basket, tu vois. Avant de penser à la quichette, tu vois, je me dis pas, l'année prochaine, ben, je toucherai peut-être plus. Genre, c'est trop bien, tu vois. Je me dis, dans quelle équipe je vais être. Ah ouais, je vais être avec lui. Ah, ce joueur, oh, il est trop bien, il fait des passes comme ci, comme ça. Ah ouais, ça, tu vois, genre, je pense vraiment pas à ça, quoi. Ok. Voilà, voilà. Et pour toi, quelle est la définition d'une bonne passe? C'est terminé. La définition d'une bonne passe, je pense, c'est quand tu vois ton coéquipier sourire et te regarder droit dans les yeux en souriant et en te disant merci d'avoir fait cette passe parce que c'est la plus belle des choses d'être remercié en donnant bah, le palier qui fait que peut-être tu gagnes ou alors qui marque. Ouais, et puis voilà, c'est la plus belle chose d'être remercié de ça, quoi. Ok. Et comme on t'avait expliqué avant de commencer le podcast, tu sais que nous ici, on a un petit gimmick de fin pour clôturer le podcast. Yes. Donc, à 3, on dira tous ensemble, tous les trois, bonne passe. C'est bon? Allez, Yes. on y va. 1, 2, 3, bonne passe. Oh, Merci Thibaut. Et merci Moma. les gars. Allez, salut l'équipe. Merci à vous.